bien sûr, Action Syrie qui a organisé pour nous cette soirée, cette rencontre, cet échange. Particulièrement Marie Pelletier, avec qui j'ai échangé, on a pu penser pour elle, parce que je propose de faire le reverra en très grande forme très vite. Rennes qui nous a assisté à l'UI et qui nous a accompagnés un peu partout, Simon qui nous a fait le team bienvenue, bien sûr, Chadi, Simon, et Tamara, je ne sais pas le nom, qui nous accueille ici, merci, Pascal Fredon, qui nous encadre, qui nous modère, et puis Garance, qui nous accompagne, qui m'accompagne, on essaie de témoigner, on a commencé par les 5 mondes là, il y a 2 semaines, on a un petit circuit, voilà, vous arrivez à vous maintenant, on vient sûrement à Lyon la semaine prochaine, etc. Et merci à vous d'être présents pour écouter nos témoignages. Alors moi je commence par une anecdote. Moi je n'ai pas connu de Chadi, mais j'ai connu un Ahmed, qui est vivant, qui est encore vivant. Et il me demande comment il arrive à vivre encore. Alors Ahmed, à Maratanoman, c'est la ville où j'ai donc là j'étais il y a quelques jours, donc c'est dans le nord-ouest de la Syrie, en territoire libéré. Donc c'est une ville située entre Hama et Alep. Donc voilà, c'est une ville qui a une histoire de révolte, continue depuis les temps des croisades. C'est déjà une révolte. C'est une ville qui s'est révoltée très vite, donc à partir de Mont et qui d'ailleurs a été presque réglé à 40. C'est 70% de la vie qui voilà. Et ce Ahmed, le bon matin, reçoit ils sont connectés, ça ne peut pas être surréaliste, mais cette ville, à Maratanoman, ils sont totalement connectés au monde par Internet. Donc ils prennent des abonnements à DSL de Turquie, et par cet pays américain, ils ont des relais. Et dans la ville, on se rend compte que, bon, bien sûr, il y a le téléphone, ça c'est d'accord, mais ils sont connectés, moi je suis connecté, ils sont sur Viber, sur Facebook, et donc ce jeune Ahmed qui a 32 ans, reçoit par Viber un message d'un cousin à lui disant qu'il y a une des boulangeries, elles ne sont que 2, pour une ville qui était de 120 000 habitants, qui aujourd'hui est dans la plus de 30-35 000, sachant qu'il y a un an et demi, c'était 5 000 seulement. Donc son revenu. Donc mon cousin lui dit voilà, il y a tel four, tel endroit qui aujourd'hui a du pain. Donc voilà, telle boulangerie, donc a du pain. Lui sera cette boulangerie, 5 h du matin, il passe 2-3 heures cette boulangerie pour faire que du pain pour toute la famille. Et la famille, il habitait un immeuble de 6 étages, il n'en restait plus que 2, le rez-de-chaussée et le premier étage, après plusieurs morts de monde. Et cet immeuble, ce qu'il en restait plus loin, au rez-de-chaussée, il y avait son père, sa mère, ses 2 sœurs. À l'étage, il y avait son frère et sa famille, femme et 3 enfants, et lui, sa femme et ses 3 enfants. Et quand il est dans cette bulle, donc cette boulangerie, pendant 2-3 heures, il y a des bombardements. Et à l'écho, à la fumée, voilà, au loin, il sait que c'est son quartier. Il n'ose penser que c'est sa maison, son immeuble, c'est pas. Il reste dans la cuve, c'est le rue du pain. Et au bout de 3 heures, il rentre. Donc, il est dans son quartier, devant son immeuble. Il a plus d'immeuble. Donc c'est tout le pâté de maison, c'est 4 immeubles, c'est 43 morts, et donc il a perdu tout le monde. Et ce Ahmed, je l'ai rencontré dans un des derniers hôpitaux qui fonctionnent, donc à Maratanoman, il n'y en a plus que 2. Il y a 2 hôpitaux, 2 boulangeries, 2 écoles. Enfin, c'est 35 000 habitants. Et tout de suite, j'ai été frappé par son sourire, sa disponibilité. Quand je suis dans cet hôpital, le grand hôpital, si on peut appeler ça un hôpital, où les opérations se font. Donc il y a presque à cœur ouvert dans les couloirs, il y a un tas d'opérations, tout s'improvise selon les éléments. Et tout de suite, c'est son sourire, ce personnage, ce jeune Ahmed. Et j'ai demandé à je lui ai dit, qui est ce jeune? Il est toujours souriant, toujours disponible, il fait tout. Donc il fait aussi le thé pour tout le monde, infirmier d'urgence. Et on m'a raconté son histoire. Lui-même m'a raconté son histoire. Il m'a dit, écoute, je n'ai plus que les autres. Les autres, c'est ma famille. Tous les autres, c'est ma famille. Et voilà, donc j'ai envie de dire que cette histoire, cette normalité dans la normalité et vice-versa, j'ai envie de dire qu'ils vivent presque normalement. Ils vivent, j'insiste sur le ils vivent. Ils ne survivent pas, ils vivent. Ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire la vie. Malgré ces bombardements quotidiens. C'est pas du TNT, ils n'ont pas de TNT à Maratanoman. C'est de belles bombes. Et puis ils tirent de mortier, parce qu'il y a un fond de l'armée royaliste du régime de Bachar el-Assad est à 200 mètres. Et donc bombe pas. Voilà. Ils tirent un mortier, et l'armée, donc les rebelles modérés ou le Front Nostra, donc un mortier tiré, ils répondent 2 mortiers. Donc ça continue, jour et nuit. Voilà. Et pourtant, ils vivent. Et il y a des comités locaux de sages qui gèrent la vie civile de cette ville, à tous les niveaux. Quelqu'un peut avoir une naissance à Edley, et la naissance se fait que côté du régime. On peut avoir une naissance pour telle ou telle raison. Ou quelqu'un qui veut sortir de Syrie parce qu'il va à Gaziantep pour des études, par exemple, il faut une naissance, il faut son relevé notarié, côté régime. Mais voilà, ce comité local, c'est par quel informateur, par quel circuit avoir ce papier, par exemple. Des comités locaux de jeunes qui gèrent justement les affaires courantes, à l'eau potable, l'électricité, etc., etc. Et ce, avec une complicité plus ou moins intéressée des différentes brigades qui tiennent la ville. Quand je dis différentes brigades, il y a une brigade locale, qui est la brigade 13, qui est vraiment composée de rebelles modérés syriens, de Maradan, de cette ville. Les autres sont des nébuleuses, Front Al-Nusra et autres.
Et ça aussi, c'est bien une idée de paysage, c'est ce qu'on appelle les territoires. Si dans une ville, un territoire, je n'ai plus l'échelle de Bruxelles, mais qui doit faire, je sais pas, Bruxelles Centre, elle doit faire le tiers, c'est une petite ville en territoire. Imaginez qu'il y a 13 brigades recensées, qui se découpent la ville, telle entrée, tel quartier, tel. Vous pouvez s'imaginer à l'échelle de cette Syrie libérée, encore guillemets, avec en plus les Daesh. Donc voilà, j'ai commencé par la fin de ce que je voulais dire, parce que c'est pour revenir sur ton témoignage très ému et on comprend. Donc c'est Ahmed, c'est ce visage, j'ai pris une photo avec lui et voilà, même moi, chaque fois que je regarde ces photos, voilà, je suis bouleversé parce que. Et les Ahmed, il y en a, j'ai passé 5 ou 6 jours à Malaga, ce marathon humain, et je n'ai rencontré que des Ahmed. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un jeune ou un plus vieux qui n'a pas perdu sa femme, son père, ses soeurs, son frère, etc. C'est quelque chose d'assez effroyable. Tu as parlé de génocide. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est vraiment ce qui se passe. Ce n'est rien d'autre. Tu as parlé de globalisme, le terme globicide, le terme, c'est une terme pénal, bon, c'est toute une. Voilà. C'est vraiment ça. Il faut savoir que pour un baril de TNT, donc lâché sur Alep, qui touche bien ici, on a 40, 50, 80 morts. Ça veut dire que 40, 50, 80 morts, c'est 100, 200 personnes traumatisées, pour ceux qui restent vivants encore, qui ont développé à la mer, etc. Et donc, c'est 200 traumatisés, donc c'est 1000 personnes qui partent. Et ça aussi, c'est pour vider ce territoire. C'est le vider. C'est que qu'il n'y ait plus de vie. Vous voyez, et de vie au singulier aussi. Et quelque part, donc voilà, c'est pour que je disais que je voulais finir par ça. Notre association, donc il a souri, donc évidemment pour la Syrie, donc qui existe depuis maintenant 2 ans. C'est donné comme objectif quand on a créé l'association, donc je dis on, au départ nous étions un noyau de Syriens français, essentiellement architectes, il y a 2 ans, après l'association à Paris, en France. C'était sur une thématique générique de Syrie, de point de reconstruction au pluriel, immatériel, avec un point d'interrogation fort important. Et nous, donc l'université, c'est de dire voilà, comment se poser cette question. Parce que on précédait déjà il y a 2 ans, même depuis le début, en tout cas pour moi et mon entourage, que cette histoire, je la remercie, ces événements allaient durer quelques mois. Moi j'en ai quelques décennies, maintenant c'est une évidence, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la solution politique, quel que soit quelque chose. Et donc voilà, on a commencé l'association Ila Souria à se donner comme objectif biannuel de faire des conférences, des colloques, etc. On a commencé l'année dernière, il y a un an, presque jour pour jour, donc, à l'Institut Mondial à Paris, sur l'état des lieux. On a 23 conférenciers venus de vraiment du Proche-Orient, de l'Europe, du Canada, des États-Unis. Chacun dans son domaine. Ça allait de l'archéologie, patrimoine, l'architecture, l'urbanisme, passant par ce qu'on appelle les reconstructions intellectuelles, la littérature, les arts, etc. Chacun dans son domaine est venu faire un état des lieux, sur cette santé de cette Syrie, de notre Syrie. Puisque tous ces créanciers, c'était soit des Syriens, directement bien sûr, soit des Européens ou pas, qui ont vécu ici, qui ont vécu, qui l'apportent en eux. Ce n'est pas juste un chercheur qui l'a quelque part à un moment donné étudié de loin. Non, toutes les personnes étaient là, ont vécu en Syrie, ont travaillé en Syrie, certains durant des années, et sont venus avoir ce témoignage, comme vous savez. Le deuxième colloque, donc la Syrie 0, c'était à Montréal, en avril de cette année. Et là, on a eu 2 thématiques. Une sur les expériences passées de bilan en construction. Et là, on a 8 chercheurs universitaires qui sont venus parler de leur expérience professionnelle, personnelle, en tant que chercheurs, universitaires, etc. Dans des villes, justement, similaires à cette histoire syrienne, qui sont très emblématiques, Sarajevo, Dubrovnik, Kaboul, Bagdad, Beyrouth, et pareil dans 30 domaines, l'architecture, l'urbanisme, la psychothérapie, l'économie, la politique, etc. Voilà, savoir que ces expériences peuvent nous servir quelque part pour ces années, ces décennies à venir. Et puis une deuxième thématique qui m'a amené quelque part à Malaga, dans le nord de la Syrie, qui est ce projet d'université populaire syrienne. Donc ce projet est né dans nos esprits il y a un an, un peu comme une réponse apportée à ces colloques, à ces tables rondes que nous organisons depuis 2 ans. Si c'est pour se retrouver juste entre nous en 2-3 jours, et puis il y a des actes qui sont publiés, d'ailleurs vous pouvez les consulter sur notre site web antilasouria.org. Tous les actes sont publiés, sont accessibles en anglais, français, anglais et traduits en arabe. Parce qu'on a vraiment un mot d'ordre par les Syriens, c'est pas pour que les Syriens, nous Syriens et les Syriens puissent en porter, bien sûr. Les vidéos sont accessibles, elles sont toutes doublées en arabe, ça c'est très important pour nous déjà. Mais il fallait qu'on trouve quelque chose. Quoi de tout ça, cette masse, ces données, ces connaissances, ces savoirs. Et nous est venu cette université populaire. Et l'idée rejoint ce dont je parlais, voilà, c'est sur le génocide, biomicide, c'est qu'il est en train, ce régime, de vider ces territoires, sa population. Et nous, on s'est posé la question, comment peut-on trouver des relais, trouver des structures, ou des gens, sur place, dans ces territoires, pour garder ces étudiants, ces enseignants, qui n'ont plus de structure universitaire depuis 1, 2, 3 ans, mais qui sont là, qui résistent. Voilà.
Et donc, voilà, l'idée est née là, et donc à Montréal, 4 spécialistes de ce domaine, des populations venues du Brésil, de France et de Montréal, dans le centre Saint-Pierre, qui est un centre spécialisé en éducation populaire, nous parler de ces expériences, qu'est-ce qu'une université populaire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous, ici, quand on est une université populaire. L'histoire, en 2 mots, je vais le faire très vite, c'est les Danois, les Allemands protestants, il y a 120 ans, qui s'étaient déjà posé la question de savoir, mais à qui profite l'université? N'est-ce pas une élite qui en profite? Une élite. Et donc, on avait ouvert à ce moment-là des universités populaires, justement le soir, au plus grand nombre, à la population, la plus large possible. Et la France a enchaîné, donc il y a une certaine d'années. Aujourd'hui, en France, il y a une trentaine d'universités populaires qui fonctionnent. Et celle qui nous comprenait comme référence, c'est celle de Michel Onfray, une philosophe, donc Adam, qui l'a mise en place en 2002. Et Michel Onfray devait nous faire confiance à Montréal. On est déjà compris sur les pros, pour le ramener, il y a encore, voilà. Et donc, c'est cette idée-là. Donc, c'est l'idée de comment apporter donc, cette connaissance, ces expériences au plus grand nombre. C'est ça au départ. Et le soutien universitaire à ces étudiants, à ces enseignants qui sont en université n'est qu'une des filières, une des branches pour les actions sur le terrain. Donc voilà, donc ce qui m'a amené à aller à Maradon, je fais une autre petite parenthèse, c'est que j'ai eu la chance, entre guillemets, et là je vais être très clair, parce que j'ai eu un échange avec Marie, parce que, la position d'Ila Souria était claire et nette dès le départ. Nous sommes apolitiques dans le sens que nous sommes affiliés à aucun courant politique, syrien ou autre. Mais notre position, et quand vous disiez le qui sommes-nous, c'est à ce aussi dans les 3 langues, nous sommes pour un changement de régime, c'est clair, c'est net, pour une série libre, démocratique et laïque. Un point, c'est tout. Ça, c'est pas la peine de. Voilà. Et Claudia l'est encore plus, même si je me suis rendu en territoire tenu par le régime à Tartous, donc j'ai osé. Je me suis quand même lancé la frontière parce que quand même que j'apparais depuis 2 ans dans cette association de la Souria. Cette université populaire, vous imaginez, pas quelque chose qui fait sourire le régime actuel, et encore moins c'est nous voilà, de Daesh. Donc j'ai pu entrer en Syrie, côté régime, à Tartous, où je suis entré en Calédonie, voir ma famille, qui était là-bas, toute ma famille des 2 côtés, côté de ma mère, pour dire au revoir, parce que je savais qu'après j'allais à normalement côté par la Turquie, pour aller par l'US, et là c'est vrai que maintenant je ne serais plus, c'est sûr, à aller, parce que j'ai encore tous mes confrères, parce que j'ai enseigné pendant 6 ans à Damas en architecture, dans le livre, et que j'ai tous mes confrères qui sont encore, qui enseignent à Damas, et qui voient très bon œil l'université populaire et la Suède. Donc voilà, donc j'ai les 2 faces, et côté régime, du moins à Tartous, comme tu disais, on ne peut pas dire que si j'ai vu ça, c'est une vue d'ensemble, pas du tout. Mais c'est vrai qu'à Tartous, c'est la Riviera, c'est Monaco. Il ne s'est rien passé, à part une flambée des prix qui commence à asphyxier la population, quelle qu'elle soit, même les plus aisés. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut faire basculer les choses, voilà. Mais sinon, ils sont dans un déni, mais total. Total. Jusqu'à maintenant, dans mon entourage familial, personnel, voilà, à Tartous, j'ai encore entendu ce que j'entendais en 2012, quand je suis retourné en Syrie pour enseigner, j'ai essayé du monde. Ils sont encore dans « ce n'est pas chez nous ». Ce qui se passe, ce n'est pas chez nous. C'est quand même surréaliste d'entendre ça, ce n'est pas chez nous. Alors le bruit des canons, même à Tartous, on les entend. Les massacres de Koula, donc il y a 1 an et demi, c'est à 40 km. J'étais dans mon village, j'entendais les canons. Et quand je disais à ma famille, mes amis, mais c'est pas chez nous, le chez nous, là, c'est qu'on entend. Non, c'est pas chez nous. Ou du moins, ça ne va pas nous arriver. Alors, bien sûr, ils le disent pour plusieurs raisons. Par peur, par peur du régime, bien sûr, par peur, maintenant Daesh, c'est bien sûr ce qui bouge, hein, on ne se le cache pas, ils ne sont pas traîtres, ils ne sont pas si etc. Donc voilà, donc vivre ça une première fois, et puis aussi, donc, je parlais à mes collègues, de vivre le fait de rentrer dans cette ville au petit matin et de voir des milliers, mais des milliers de posters, de tous les formats, des petits posters jusqu'aux posters immenses, de martyrs. Ça aussi, ça laisse, voilà. 75% des pertes humaines de Chine, de l'armée régulière, viennent de partout sur la Palestine, sur les fiefs alawite et chrétiens. Donc la chair à canon, c'est pas chrétien. Et c'est des milliers de posters, partout dans la ville, partout dans les villages. Moi, mon village d'origine, c'est un petit village sur les hauteurs de partout, et là aussi, des milliers de posters. Et Bachar al-Assad disparaît pas sans nom, voilà, on ne voit même plus. Et on se pose des questions sur cette société. Comment va-t-elle penser plaît? Comment va-t-elle se reconstruire? Comment va-t-elle se recoller? Ça, c'est une question que je vais soulever. Voilà, après, je suis monté par la Turquie comme garance. Je ne sais pas si on peut par la Turquie, je vais pas accélérer. Par la Turquie, donc, pour aller à l'île de Marat al-Nouman. Et passé dans ces 5 jours et 5 nuits et 6 jours. Donc voilà, donc je vous ai parlé de Ahmed, je vous ai parlé du fait qu'il n'y a plus que 2 écoles. Une école primaire, 4 classes,
60 enfants. Et pour peut-être 35 000 habitants, elle couvre à peine 5% des besoins scolaires de cette ville. Une école secondaire, pareil, pour toute cette ville, deux boulangeries, 2 hôpitaux, si on peut encore les appeler hôpitaux. Et je répète, pourtant, ils vivent une certaine normalité. Donc, quand les avions passent et qu'ils bombardent, il y a des fréquences qu'ils connaissent. Alors, quand l'aviation arrive du nord-nord-ouest, elle vient de telle base aérienne, ils vont passer 2 fois. Ils vont arriver tant de monde. On le sait. Ils vont repasser dans 1 heure. Et s'ils bombardent, comme tu disais, l'hôpital en question, ils rebombarderont 1 heure après parce qu'il y aura des gens qui vont arriver avant, etc. Et les enfants s'amusent, par exemple, à qui le premier va repérer l'avion. Où est-ce qu'il est l'avion qui passe? Attention, on est d'accord, cette normalité n'est pas du tout normale. Les enfants qui sont plus que traumatisés. Et un de nos projets, parce que Marathon Norman, pour nous, et on espère dès janvier, début d'année, février, mars maximum, faire un projet pilote de cette université populaire dans cette ville. On a repéré un local en 2e sous-sol, avec 6 étages au-dessus, un peu protégé, pour justement fédérer les différents étudiants qui pourraient être dans les villes avoisinantes, etc. On a aussi repéré un autre terrain d'action qui est en Turquie, à Rehani, c'est une école qui s'appelle l'école Al-Salam. C'est un petit bâtiment, je vous laisse imaginer, qui fait 200 mètres carrés, sur 2 niveaux. C'est dans le nord européen, quand je suis architecte, je connais, j'en ai bâti 2 vols. C'est un recevoir qui sont 100 élèves pour les normes européens. Ils ont 1800 élèves. Alors vous me direz, mais comment ils font 1800 élèves dans des locaux aussi? C'est ça, ils ont 3 programmes journaliers et ils fonctionnent 7 jours sur 7 toute l'année. Ils ne s'arrêtent qu'en août, 2 semaines en août. Et les enseignants travaillent de 7h à 19h, 6 jours sur 7. Et l'administration là travaille 7 jours sur 7 pour assurer la scolarité du cours préparatoire dans la classe jusqu'au baccalauréat. Et par exemple, ça, quand je vous dis ça, je finis par une anecdote. Nous, le projet de l'Université populaire dans ce cas-là, nous voulons leur apporter un soutien psychologique et pédagogique aux enseignants, au cadre administratif. Quand on dit psychologique, je vous donne une seule image. Une enseignante vient me raconter une anecdote qui s'est passée la veille de mon passage dans cette école. Donc j'ai passé la journée avec eux à l'Université populaire, quand on parlait avec eux, etc. Et elle me dit, voilà, hier j'ai un père d'un petit, le plus doué de la classe. Il a 11 ans dans sa classe, cet enseignant. Elle me dit, bon, le plus éveillé, le plus jovial, toujours en train de rire, toujours en train de contrôler son petit copain qui pleure, par X raison, etc. Et pour elle, c'est l'enfant, mais waouh, on pourrait penser qu'il n'a jamais rien connu de la fraude horrible dans sa famille. Et le père, dès son bien le matin, donc la veille de mon passage, racontait à cette maîtresse, lui dire son désarroi, que ce petit, de 11 ans, a été dans le poulailler, dans une petite maison dans les faubourgs de Rehani. Ils sont plusieurs familles habitant, voilà, sur le taudis, et dans un petit poulailler avec des petites poules pour voilà, survivre. Et l'enfant a pris une poule vivante, qu'il a découpée, vivante, qu'il a mis à son père, et à sa mère, qu'il a fait le matin, déjeuner, et en leur disant, voilà ce que Béchar nous a fait. Et c'est ensemble me dit, vous imaginez, cet enfant que je croyais, voilà, bien, enfin bien, sa peau, par rapport aux autres, c'est un mutisme total, je les ai vus, qui ne parlent pas, qui ne parlent pas, on nous laisse, voilà, imaginez tous ces traumatismes. Donc comment les aider? Nous avons vraiment besoin de vous. Là, je fais la publicité pour cette université populaire. Nous nous basons sur une liste de signataires, ce qu'on appelle les signataires, donc des bénévoles, qui sont aujourd'hui en grande partie universitaires, qui donnent la pédagogie, l'éducation, etc. Pour que chacun, ou la société civile, peut être voilà, avocat, à la retraite, je ne sais plus, je crois, que chacun, ces ressources humaines, soient le cœur de ce projet, pour qu'ils puissent nous amener leur réseau, leur université, leur laboratoire de recherche, pour justement mettre en relation, en contact ces étudiants, ces enseignants en Syrie, pour que justement, je répète, qu'ils restent surtout en Syrie. Surtout, qu'on fasse en sorte de les garder en Syrie. Parce que c'est eux qui vont construire la Syrie demain. Et je répète, pour ceux que j'ai cru comprendre, je vis depuis 2 ans, et surtout sur le terrain là, récemment, c'est que ça prend du temps.